accueillir sur le plateau Marie-France Michel, s'il vous plaît. Un accueil pour Marie-France Michel, qui est une directrice de casting formidable, qui a une carrière de 36 ans. Merci beaucoup Marie-France d'être avec nous. Catherine Jean-Joseph Santuc, forte de 30 ans d'expérience dans le milieu, qui est une figure majeure de la promotion de la diversité dans le cinéma français. David Chou, qui est réalisateur, producteur et qui vit au Cambodge, donc qui travaille entre la France et le Cambodge, et Héloïse Dridi, qui est productrice et agente et qui est membre du conseil d'administration du collectif 50-50. J'aimerais juste faire un petit état des lieux, peut-être, sur ce qu'est un cinéma asio-descendant en France aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Merci à Laura et à Sébastien de m'avoir conviée. Je suis trop contente d'être avec vous tous. Du coup, oui, on s'était dit avec Laura, c'était peut-être pas mal de commencer avec juste des chiffres, sans être trop pessimiste, mais c'est quand même important de se rendre compte des réalités. Donc, je vais parler du coup des origines perçues pour les personnages féminins et masculins. Donc, 81% des personnages féminins sont perçus comme blancs et 75% des personnages sont perçus comme blancs côté masculin. On a 8 ou 9% masculin-féminin pour les personnages perçus comme noirs, 7 ou 11% pour les personnages perçus comme arabes et 2% pour les personnages perçus comme asiatiques. Et on a un 2% autres, donc ça veut dire que quand même en plus autres, qui sont ces autres, voilà. Donc j'aime pas trop le mot diversité, moi, pour le coup, mais ce que le cinéma dit de la diversité n'est pas du tout, malheureusement, là. Donc, voilà, on se rend compte qu'il y a très peu de représentation. Et je pense que ça va être important dans notre table ronde parce qu'on va parler autant de la représentation devant la caméra, qui est très importante pour la symbolique, mais aussi la représentation derrière les caméras pour comprendre qu'il y a vraiment un changement structurel à faire en interne dans nos équipes, les équipes dirigeantes, les équipes techniques. Absolument. Du coup, pour commencer par toi, Héloïse, si tu veux te présenter rapidement tout ce que tu fais, ton parcours. Ok, alors moi je m'appelle Héloïse Dridi, je suis au conseil d'administration du collectif 50-50, qui est un collectif qui œuvre pour l'égalité et l'inclusion dans le cinéma et l'audiovisuel. Et à côté de ça, j'ai monté mon agence, une agence créative. On fait pas mal de choses. On accompagne des talents, on fait de la prod, de l'événementiel et de l'influence. Et à côté, même si en France, on n'a pas le droit de faire les deux, j'ai une boîte de prod avec un autre nom et un autre dirigeant. Donc je fais aussi de la production. Et j'ai décidé de travailler en non-mixité choisie, ou en mixité choisie, qu'importe, il y a des gens qui le disent l'un ou l'autre. Et donc je ne travaille qu'avec les femmes et la communauté queer, et en particulier avec les personnes racisées dans ces communautés-là. Voilà. Très bien. Effectivement, toi, dans ton travail, dans tes actions de tous les jours, en fait, tu as choisi à ton niveau de productrice et d'agente, de prendre cette action-là et de pousser ces talents peut-être qui ont moins d'opportunités et leur donner la force et de la voix. Donc, En fait, l'important, c'était de prendre des talents qui ont énormément de talent, mais en fait de les accompagner de manière hyper ambitieuse. Et souvent, quand on parle de femmes, de communautés queer, de personnes racisées, on a toujours l'impression que ça va être associatif. Et moi, je suis très business. Il n'y a pas d'associatif, il n'y a pas de « ah, on vient bénévolement ». Non. Du coup, j'ai vraiment voulu prendre ces personnes-là et leur apporter une carrière hyper business, mais hyper respectueuse aussi. Parce que du coup, y a les talents avec qui on travaille vraiment en exclusivité, on les accompagne à l'année. Et on a ouvert une chaîne de prestations. Et du coup, on travaille avec plein de clients qui ne sont pas forcément des femmes et des personnes queer. Mais dans nos équipes, du coup, on construit des équipes. Et j'ai mon associé qui est aussi ma femme qui est là aujourd'hui pour me soutenir. Donc vraiment, on a monté ça ensemble et on est très contente de pouvoir ouvrir ça parce qu'on en a besoin. Magnifique, merci beaucoup. David, du coup, toi, tu vis au Cambodge. Oui. Ouais, j'ai pas toujours vécu au Cambodge, je suis né en France et ça a été un déplacement progressif. Depuis 15 ans, je suis entre les deux. Depuis un premier voyage que j'ai fait qui a duré plus longtemps que prévu et après lequel j'ai tourné mon premier film. C'était en 2009-2010, j'avais 25-26 ans. Et j'ai vraiment navigué entre les deux. Et là, j'ai eu un enfant il y a 3 ans et donc il fallait prendre une petite décision. Je suis réalisateur, scénariste, j'ai réalisé 3 longs métrages. Un documentaire au Cambodge qui s'appelle Le Sommet d'Or en 2011-12, puis un premier long de fiction qui s'appelle Diamond Island que j'ai sorti en 2016, et mon dernier film c'est un film qui s'appelle Retour à Séoul en 2022 qui passe demain. Mais je suis aussi producteur et j'ai créé une boîte de production en France qui s'appelle Vicky Film, mais qui est un peu en veilleuse en ce moment, et surtout une boîte de production au Cambodge qui s'appelle Anti-Archive qui a 10 ans
et sur laquelle je suis assez actif. Et donc du coup, ça m'a amené petit à petit à me déplacer plus, en tout cas en ce moment, basé au Cambodge. Ouais. Et je veux dire, entre parenthèses aussi, que je suis très content d'être là. Donc je suis arrivé il y a 2 jours du Cambodge. Franchement, hier, à l'ouverture de Cinémasio, avec Dans la cuisine des Nguyen de Stéphane Lui Kong, et de voir tous les visages asiatiques de cinéastes, d'acteurs, actrices asiatiques, asio-descendants, c'était un grand sentiment de joie pour moi, et très très fier d'en faire partie et honoré d'avoir été invité. Et en écoutant la table ronde juste avant, évidemment, je me suis beaucoup reconnu aussi en ce que disaient Virak et Laurence, et même si on est d'histoires différentes, on voit que les luttes sont communes, et que ça me rappelle aussi que la persévérance est vraiment une qualité vraiment essentielle dans ces métiers, et que ça finit pas toujours, mais qu'on en a besoin pour que ça paye, et parfois ça finit par payer. Et donc ça, c'est des justes rappels. Voilà. Donc toi, tu as commencé du coup en France en tant que réalisateur d'abord ? Je dirais que... Alors je réfléchis à qu'est-ce que je vais pas trop raconter non plus pour pas spoiler la masterclass de demain. Mais avant de partir au Cambodge, j'avais déjà une activité, mais je dirais qu'elle était semi-amateur, au sens où je faisais des courts-métrages, j'en réalisais, je produisais aussi des courts-métrages. Et c'est vraiment ce départ-là au Cambodge qui était au départ une idée de film sur lequel je voulais faire des recherches, qui était le cinéma cambodgien d'avant le génocide Khmer Rouge, donc des années 60-70, donc sur le papier comme ça, très très niche, mais j'étais persuadé qu'il y avait un film peut-être à en faire, et je suis allé comme ça, bien en tête, sans trop réfléchir. Donc vraiment, par rapport aux auditions qu'on avait avant, à la table ronde avant, vraiment purement par passion et par intuition, et juste de se jeter à l'eau en se disant si j'y crois, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Et parallèlement à ça, quand j'étais là-bas, j'ai fait des ateliers sur une base très volontaire. Donc c'était vraiment après les études à 25 ans où tout est permis et on rêve, et j'ai réussi à le faire. Et c'est ça, ce premier film, qui ensuite m'a permis en faire d'autres, quoi. Donc je dirais qu'avant ça, j'étais plutôt un apprenti réalisateur qui n'était même pas sûr qu'il pourrait réussir à faire des films en tant que réalisateur. Donc mon rêve, c'était surtout de travailler dans le cinéma et de voir qu'est-ce que dans le secteur du cinéma je pourrais faire. Superbe. Et du coup, tu as produit et réalisé des films au Cambodge, et là, tu as bientôt ton prochain film, je ne sais pas si on peut en parler, qui sera en France, c'est ça ? Ouais, alors je suis encore en écriture, donc espérons que j'arrive à le tourner bientôt. Mais effectivement, par rapport en plus au parcours et aux cinéastes qui sont présentés là pendant le festival, c'est vrai que le dernier film que j'ai tourné en France, pour moi, c'est mon premier court-métrage que j'ai tourné en 2006-2007 à Paris. Donc je suis un cinéaste français asio-descendant, mais j'ai cette particularité-là de ne pas avoir tourné en France depuis longtemps. Donc le film que j'écris en ce moment, j'en écris plusieurs, mais l'un de ceux que j'écris, produit par la même boîte de production qui me suit, qui s'appelle Aurora Film, Charlotte Vincent et Katia Kazak. C'est un film inspiré d'un épisode familial, donc du coup avec une histoire d'une famille franco-cambodgienne qui se passe dans le sud de la France. Et là, je suis en train de l'écrire, donc il y aura un cast vraiment à 90% d'asiatiques, et j'espère pouvoir le tourner, et ce sera mon nouveau défi si j'arrive à le faire, quoi. Ouais. Superbe. Merci beaucoup. Du coup, Catherine, donc toi, tu as eu une magnifique carrière. On va surtout parler du coup de ton... aujourd'hui, c'est plutôt du consulting que tu fais. Oui. On m'entend ? Oui, ça va. Est-ce que tu parles un petit peu de ton parcours ? Oui. Alors moi, je suis la senior. Ça fait 35 à 40 ans que je suis dans le métier. Je voulais également, quand j'entendais Laurence, je voulais devenir comédienne. J'ai fait des études de comédie, et quand je suis arrivée à la rue Blanche, on m'a dit « Mais tu veux devenir comédienne comme qui ?» J'ai dit « Catherine Deneuve. » Ils m'ont dit « Mais elle est blonde. » J'ai dit « Oui, mais sa façon de jouer, sa façon de se mouvoir. En tout cas, moi, j'arrive à m'identifier à elle. » Ça les a fait rire que tu dises Oui, bien sûr, ça les a fait rire. Et je n'ai pas continué. Et bizarrement, je suis devenue agent de comédien. Et j'ai été le premier agent de Marion Cotillard. Je lui ai fait faire ses premiers films. Et Claudia Tagbo, Princesse Erika, et j'ai découvert d'autres. Il y avait aussi Isaac de Bancolé, et aussi je me suis un peu occupée de Isabelle Mergo, qui malheureusement est décédée et qui était une actrice extraordinaire. Et du coup, moi, ce que je voulais dire aussi dans mon parcours, c'est que j'ai jamais fait de plan de carrière. J'ai atterri dans des métiers. J'aime dire que c'est plutôt l'expérience du refus. C'est-à-dire quand je suis agent
quand je deviens agent et que je monte ma boîte d'agent et que je m'aperçois que j'ai plein de comédiens qui viennent me voir et des comédiens et le magazine Elle qui me dit mais vous êtes le seul agent noir de la place de Paris. Peut-être, mais je m'en fous. Moi, j'ai envie de m'occuper de comédiens, quoi, en fait. Et du coup, j'avais cette étiquette-là. Et comme je voyais que j'avais des comédiens qui étaient de la diversité, d'autres pas, hein, mais en fait, c'était plus difficile. Et j'étais obligée de me battre pour eux. Et on me disait, ben voilà, Catherine Jean-Joseph Santuc, c'est une militante. Bon, s'il y a 3 chemins devant moi et que on me demande d'en prendre un uniquement parce que j'ai un peu plus de mélanine, si je dis non et que on dit que je suis une militante, pourquoi pas? Donc j'ai fait ce métier d'agent pendant 15 ans. J'ai dirigé aussi des comédiens sur le doublage de films. Et là, je suis contente de le dire parce que j'avais un peu oublié, on me l'a rappelé. C'est que j'ai fait la version française de Mon voisin Totoro. Et aussi de Sonatine, qui était un des premiers films visibles en Occident de Takeshi Kitano. Ça, c'était pour moi hyper important parce que je m'aperçois que dans ma carrière, j'étais toujours à des endroits où on ne m'attendait pas. Et c'est pour ça quand j'arrive à Netflix quelques années plus tard, mon mantra, c'est expect the unexpected. Toujours se trouver à l'endroit où on ne nous attend pas. Et c'est là où on pourra vraiment mieux exister. Je ferme la parenthèse. Après avoir été agent de comédien, je suis partie à France 2, où j'étais à la direction de la fiction de France 2. Et là, j'ai pu quand même impulser des choses. On me disait, ce que je t'ai dit au téléphone, on me disait en 2004, mais Catherine, personne n'a envie de voir des Noirs et des Arabes à 20h50. Et il faut savoir, et je suis tout à fait d'accord avec Laurence, il faut savoir répondre avec humour. Ou alors dire, nous avons un service des études, je vais aller voir le service des études. Si vraiment le service des études me dit, Catherine, personne n'a envie de voir des Noirs et des Arabes à 5h50, je leur dirais, ok, mais nous sommes dans un service public, nous sommes prescripteurs de masse, donc on va se battre à changer le public, parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Et bien ce film, je l'ai fait quand même, parce que l'héroïne était noire. C'était un film qui s'appelait « Fais danser la poussière », et ça a été la meilleure audience 2010 de France Télévisions. Et donc après, TF1 m'a débauchée, je suis passée à TF1. Et là, travailler la diversité à TF1, c'était différent, parce que c'est une chaîne privée. Et donc, quand je me suis occupée de Sous le soleil, au niveau du casting, il était un peu plus coloré. Et puis surtout, je travaillais avec des agents que j'appelais, et je disais, là, il va y avoir un rôle. Et donc, les agents appelaient les producteurs qui disaient « Mais non, on n'a pas envie de rôle de quelqu'un de la diversité avec autant de mélanine. » Et quand ces producteurs arrivaient et me proposaient le casting, je disais « Ouais, il est bien ton casting, mais quand même, vous n'avez pas pensé à faire passer des essais à tel comédien ? » « Ah bon, tu veux le voir ? » « Ouais. » Et donc, ils revenaient une semaine plus tard, et ils me disaient « Ben voilà, un panel de comédiens. » Et moi, j'allais du côté de celui qui avait un peu plus de mélanine, et je disais « Pas mal quand même, il sort du lot, hein. » Et les producteurs n'osaient rien me dire parce que je représentais la chaîne. Et ils me disaient « Ah ouais, t'as raison. » Et c'est comme ça que je faisais changer les choses parce que à l'extérieur, j'avais des alliés. Et ça, c'est quelque chose de très... c'est très important d'avoir des alliés et de les identifier. Ensuite, après TF1, et c'est là où j'ai connu Sylvie Piala, où j'ai vraiment travaillé avec elle. Et après TF1, j'ai monté une école d'acteurs pour les jeunes talents émergents des quartiers populaires et de la ruralité. Et là encore, on m'a dit, mais c'est une école de la diversité. C'est une école des diversités. Parce que pour moi, nous sommes tous de la diversité, sans aucune mesure. Il y a des groupes qui sont sous-représentés, et c'est là-dessus qu'on va travailler, parce que c'est un potentiel économique. Donc, j'ai monté cette école, qui malheureusement a disparu avec le confinement. Ça nous a permis de faire, justement, de prendre des jeunes qui sortaient de la FEMIS, de travailler avec nos élèves. Et je me rappelle qu'on a fait un court-métrage qui a été sélectionné la même année au César. Donc ça, c'était vraiment pour les élèves, les emmener 3 ans de formation, 1 année d'insertion professionnelle. Et puis, après, Netflix est venu me chercher de façon tout à fait inattendue, puisque j'ai reçu un mail qui disait « Hello from Netflix ».
Je disais merde, j'ai pas payé mon truc. Et finalement, ils m'avaient repéré sur LinkedIn. Et donc, j'étais prise en tant que Inclusion and Diversity Program Manager. Et là, j'ai mis en place un process d'intégration de l'inclusion et la diversité à chaque étape du développement d'une œuvre, qui maintenant est à l'échelle européenne. C'était une mission de 2 ans. Et après cette mission de 2 ans, j'ai repris mon activité de consulting et de conseil que je faisais toujours. Voilà. Superbe. Non, mais c'est super intéressant, on va y revenir. Marie-France, du coup, toi, c'est hyper intéressant. Effectivement, ça rejoint un petit peu le début de ta carrière. Comment ça s'est passé, justement? Alors, j'ai 39 ans de métier. Je suis directrice de casting. Et en fait, j'ai commencé avec un film chinois qui est allé direct à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, de Dai Sijie. Et j'ai commencé le casting sauvage, en fait. Et je me suis dit, waouh, ça existe pour de vrai. Et j'étais hyper impliquée, j'étais à fond pour une fois que c'était ma communauté. Je suis née au Laos. Donc, voilà. Tu as grandi là-bas, du coup? Oui, j'ai grandi là-bas. Je suis arrivée en France, j'avais 13 ans. J'ai vécu 12 ans au Laos, 1 an en Iran. Et voilà. Et puis, je me suis dit, c'est génial. Et ça a commencé comme ça. Et tout d'un coup, j'étais devenue la casting des Asiatiques. Il y a eu cette période, justement, l'odeur de la papaye verte et tout ça. Et on venait me voir juste pour consulter mon fichier, en fait. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, on m'a proposé de faire un casting sur un film de François Leterrier. J'étais l'assistante de Pierre Amzalag à l'époque. Et après, on m'a dit, ok, tu peux rester pour gérer la figuration asiatique. Je l'ai fait. Et après, on m'a dit, mais en fait, tu peux tout gérer. J'ai dit, ouais. Finalement, donc, c'est un métier. Oui, c'est pas juste des origines. Et voilà, c'est un métier que j'ai fait avec intuitivement parlant, parce que évidemment, il n'y a pas d'école. J'ai appris comme je pouvais. Et voilà. Et c'est vrai que du coup, entre le début de ta carrière où effectivement on te demandait que pour des rôles asiatiques et aujourd'hui où c'est le casting, on va dire, de tous, maintenant tu vois qu'on demande un peu plus de rôles différents, où toi parfois tu proposes des rôles alors qu'on demande peut-être des caucasiens, moi tu proposes d'autres profils. Oui, je le fais quasi systématiquement. Je l'ai beaucoup fait dans ma carrière. J'ai travaillé pour une série assez importante et à chaque fois c'était que des rôles de mecs parce que c'était dans un milieu extrêmement précis et tout et en fait à chaque fois sur 7 personnes que je présentais, il y avait une femme au moins, parce que je trouvais que de toute façon, grâce à mes filles d'ailleurs qui sont là et qui me poussaient quand même vachement à ça, parce qu'elles avaient plus de conscience que moi par rapport à la diversité, par rapport à plein de choses, au changement de paradigme qu'il y a actuellement. Et voilà, quoi. Donc... Superbe, merci beaucoup. Du coup, mais effectivement, là, le constat c'était 2%. Donc là, on est devant la caméra. 2% devant la caméra. Alors derrière, il faut quand même s'imaginer que moi, par exemple, c'est vrai qu'avant de monter mon agence, j'ai eu pas mal d'expérience sur les tournages en assistante de prod. Et d'ailleurs, on a fait un film ensemble avec Marie-France, De Gaulle 1 et De Gaulle 2. Donc je vous laisse imaginer l'équipe artistique et l'équipe technique. C'était des belles expériences professionnelles, mais c'est vrai qu'il n'y a que des hommes et des hommes blancs. Et moi-même, je suis une personne, je suis franco-tunisienne, donc moi-même, je suis quand même franco-tunisienne, donc j'ai un passing de femme blanche. J'étais la seule personne racisée. Donc, il faut s'imaginer, vraiment la mixité des tournages. Donc, c'est vrai que là, je pense que c'est très bien avec Netflix, etc., de mettre des comédiens racisés, de mettre des comédiens queer, etc., devant la caméra. Mais il y a une vraie réflexion sur en fait les chefs de poste. On sent que à un moment, moi par exemple avec le collectif 50-50, le collectif 50-50 a énormément travaillé sur la parité et c'est bien, mais ça ne suffit pas.
Et c'est vrai que là, je sais qu'il y a certains autres collectifs qui se sentent un peu désarmés en voyant que le collectif 50-50 ne parle plus de parité, mais on parlera toujours de parité. Mais il n'y a pas que des femmes blanches. Il faut s'en rendre compte. Le féminisme, c'est pas que le féminisme pour les femmes blanches. Et c'est vrai que ça, je suis très heureuse d'être au 50-50 pour ça. Et j'aurais quitté le 50-50 si ça n'avait pas été le cas. Il faut penser à en fait toutes les autres discriminations. Pareil, le cinéma français évolue beaucoup après MeToo avec les référentes VHSS, donc référentes violence, harcèlement sexiste et sexuel sur les plateaux de tournage. Donc la référente est obligatoire maintenant sur un plateau de tournage. Moi, je trouve ça super, mais moi, j'aimerais que déjà les référentes ne soient pas des techniciens, parce que souvent, ils ne sont pas sensibilisés à ces sujets-là. C'est genre quelqu'un de la prod qui n'est pas forcément sensible à ces sujets-là. Et en plus de ça, d'élargir cette formation à une formation, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais qualité de vie au travail, j'en sais rien, avec tous leurs noms un peu corporate, mais sur toutes les autres discriminations. Donc quelqu'un qui serait vraiment là pour, une agression sexuelle, trigger warning, mais c'est pas ok, mais en fait d'être raciste, c'est pas ok non plus. D'être queerphobe, c'est pas ok non plus. D'être grossophobe, c'est pas ok non plus. Et il faut y penser. Donc moi, là, j'essaie vraiment avec le 50-50 d'élargir cette formation à ce que elle soit vraiment aussi axée sur toutes les autres violences et les autres discriminations. Donc cette formation, elle est obligatoire maintenant en production. Je crois que c'est un membre de la production. Un membre du tournage. N'importe qui formé. Ça peut être à la production et à la technique. Oui, n'importe qui. Quelqu'un au costume, à la déco, qui a passé la formation. Maintenant, c'est obligatoire qu'une personne sur le plateau soit référente et que tous les techniciens doivent avoir passé une sensibilisation. C'est pas une formation de 2 heures avec un petit badge pour pouvoir tourner. Donc ça, c'est obligatoire depuis mai 2024. Ça a été signé en mai 2024, il me semble. Donc en janvier 2025, c'était acté. On est en train aussi, pareil, avec le 50-50, d'évoluer pour que ça soit pas que le cinéma, mais aussi l'audiovisuel. Et ça a été un peu ma petite bataille à moi, puisque je fais partie d'une jeune génération. Je suis consommatrice d'émissions de télé-réalité aussi, pas que de films d'auteur. Et il y a un énorme mépris de classe sur ces émissions de télé-réalité. Souvent, les gens ne savent même pas ce que c'est exactement et jugent beaucoup, sauf que ça reste en fait un métier, un travail, avec des conditions de travail. Et je vois pas pourquoi on devrait protéger les comédiens et comédiennes et pas les candidates et les candidats. Donc ça, moi, c'est un peu ma petite bataille pour aussi protéger ces milieux-là. Très bien. Du coup, pour rebondir sur cette question-là, effectivement, donc là, il y a cette ouverture qui se fait. Pourquoi est-ce qu'on a si peu de personnes derrière la caméra qui sont, là, on va parler du cinéma asio-descendant, asiatique. C'est vrai que des producteurs asiatiques, on en connaît très peu. T'es peut-être la seule directrice de casting asiatique ? Ah non, pas du tout. Non, il y en a 4. 4 dans toute la France, c'est pas beaucoup. Il y a Swan Pan. Il y a Swan Pham, il y a Sun Lan. Et il y en a une autre, mais je me souviens plus de son nom. On peut donc les compter sur le doigt d'une main. Mais pourquoi est-ce qu'on est si peu nombreux dans l'industrie ? Est-ce que c'est parce qu'on s'est pris tellement de portes fermées ? On a eu des expériences juste avant où, effectivement, toi, c'est magnifique ce qu'on t'a dit combien de fois. Est-ce que c'est parce qu'on n'ose pas y aller ? C'est des postes où on n'a pas de représentation ? Est-ce que vous avez un début de réponse à cette question ? La France est raciste, hein. Je pense qu'il faut quand même le dire. Non mais pardon, je suis hyper... Mais faut dire... Poser le constat. Voilà, ça commence par là. Et après, c'est un milieu... La base. Alors, c'est un premier constat, c'est le racisme qui existe. C'est un constat réel. Structurel quand même. Après, effectivement... Et après, il y a plein de choses qui... Oui, il y a aussi un réseau. On fonctionne par réseau. Je pense que le réseau, vraiment, y est pour beaucoup. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le copain du copain ou la fille de la copine, bon bref. Et c'est comme ça. Je veux dire que alors, pardon, je prends toujours l'ON, c'est parce que c'est des choses que tu as dit sur le fait que, par exemple, Netflix t'a dit oui, un film de tamoul et tout ça, mais c'est Netflix France qui t'a dit ça. Mm-hmm. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous voyez le leadership de tous les médias, toutes chaînes confondues, il est monochrome. Donc, les plateformes, quand elles arrivent en France, inconsciemment, elles vont chercher là où les gens sont visibles. Moi, je suis quelqu'un de totalement inattendu. On est venu me chercher sur LinkedIn. Mais
j'aurais pu être dans une chaîne de télé, j'aurais pu être visible dans une chaîne de télé. Mais là, ils n'ont trouvé personne. Donc ils prennent des gens qui sont visibles déjà dans le métier. Et donc inconsciemment, ils recréent le même entre-soi. Le travail que j'ai fait à Netflix a été un travail de former, de déculpabiliser et aussi de faire le même travail que je faisais avec des gens qui étaient à France Télévisions ou à TF1 parce que c'était les mêmes. Donc quand on te dit, alors pour certainement plein de raisons, mais c'est aussi parce que eux, au fond d'eux-mêmes, n'imaginent pas du tout, ils s'imaginent pas regarder ce film en disant mais voilà. Et donc moi je disais, c'est un potentiel économique. Passer à côté de la diversité, c'est une faute professionnelle. Et quand j'ai mis le fait aussi pour parler de la formation et sur les tournages, dans mon process, j'ai demandé, parce que Netflix faisait signer des formations anti-biais pour les producteurs, pour parité pour les femmes et tout ça. Et moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait aussi une formation contre les biais également racistes. Je ne sais pas si ça... En tout cas, c'était dans mon programme. Donc ça, c'est intéressant à montrer point par point comment détricoter, en tout cas, ce système qui, bien souvent, est complètement inconscient pour beaucoup. Hein. Les autres aussi, mais pour beaucoup, c'est complètement inconscient. Absolument, oui. Et tu voulais rebondir ? Ouais, premièrement, je pense que c'est encore plus difficile pour les comédiens, c'est une évidence, asio-descendants. J'ai beaucoup d'amis acteurs, actrices et qui racontent, parce qu'il était très bien illustré dans la cuisine des Nguyen hier, ça veut dire le truc habituel qui est des propositions de rôle ultra clichés, ultra caricaturaux, et vraiment beaucoup se sont découragés et abandonnés parce qu'il y avait juste le sentiment que c'était pas pour eux, qu'ils n'étaient pas invités. Et sur les côtés auteurs et créateurs, je pense qu'il y a plein de blocages similaires, mais, et comme le disait aussi Laurence tout à l'heure, il y a des moyens d'y arriver. Les chances sont peut-être pas les mêmes au départ, même certainement pas les mêmes, mais en bossant, en étant persévérant, en trouvant comment aussi naviguer dans ce système-là sans faire de compromission, mais en comprenant à qui on parle et comment trouver l'argent pour faire les films et convaincre, on peut réussir, et chaque film réussi dans ce contexte-là est une nouvelle pierre qui permet du progrès. Et moi, je pensais un peu, depuis hier, un peu à c'est quoi l'histoire en fait des auteurs asio-descendants en France. On peut dire, il y a un peu les précurseurs, un peu les parrains. Je dirais, il y a Ritipan, évidemment, en cinéma cambodgien, qui a commencé à faire des films dans les années 90. Il y a Tran Anung à la même époque, qui est venu du Vietnam, donc les personnes qui sont parties de leur pays et qui sont arrivées en France. Il y a Lam Lê aussi, qui est venu du Vietnam. Et puis ensuite, la génération, la mienne, ceux qui sont nés ici. Pour moi, le grand frère, dans ma tête, c'est un peu Kim Chapiron, qui est métis vietnamien. Et on l'oublie un peu, mais son premier long métrage, Chetan, c'était 2006, je pense. Pour moi, donc c'était le film à la mode, donc tout le monde allait le voir en salle. Et tout d'un coup, de voir, et j'étais pas préparé, que le personnage principal était asiatique, c'était vraiment quelque chose de puissant pour un spectateur. Et donc, du coup, bouger, on le sait, mais bouger les représentations. Et pour moi, Chetan, c'était une première pierre qui a ouvert longtemps après, mais il a fallu cette première pierre. Et après, il y a les grands frères acteurs et actrices, Frédéric Shaw, Linda Pham, Steve Tran. Mais quand on regarde juste les Césars, par exemple, combien d'acteurs et d'actrices asio-descendants ont été nommés au César ? Je crois qu'il y en a 3 en fait. Il y a Linda Pham 2 fois et qui l'a gagné. Il y a Lucy Zhang pour les Olympiades et il y a récemment Park Ji-min, donc l'actrice de Retour à Séoul, qui était nommée pour la meilleure actrice en rôle secondaire pour le film d'Afsé la petite dernière. 3 sur une histoire du cinéma français, donc on en est très 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 loin. Mais pour être positif, là quand je vois le programme de Cinémasio et que donc l'année dernière il y a eu au moins 4 longs métrages réalisés par des auteurs et des autrices
asio-descendants, je pense que c'est la première fois de l'histoire du cinéma français que ça existe. Donc alors j'espère que c'est pas une exception, mais je crois pas. Je pense que c'est vraiment le début de quelque chose. Je pense que la route va être semée d'embûches et ça va être une lutte continuelle. Et tous les témoignages là des personnes qui sont invitées montrent que c'est la lutte permanente. Mais là, je pense que ça acte de quelque chose qui change. Et j'ai vachement hâte de voir la compétition des courts-métrages parce que voilà, je pense que il y a 10 ans, il n'y avait pas ces cinéastes-là, donc c'est des petits pas. Absolument. Et ce qui est hyper intéressant, important de garder en tête, c'est que nous racontons des histoires d'humains. Et en fait, on s'est identifié à des gens qui ne nous ressemblent pas depuis qu'on est tout petit. On est touché par des hommes, si je suis une femme, des blancs, je ne suis pas blanche, des asiatiques, des indiens. Et en fait, la question, c'est qu'on se dit, je fais un film d'asiates, ça sera pour les asiates. Mais non, en fait, on a eu la réponse aussi, effectivement. En fait, c'est pour tout le monde. Et du coup, il y a le marché, il existe, le marché du cinéma. Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'imaginer qu'il faut qu'on ressemble à la personne qu'on regarde pour s'identifier, pour être touché? Est-ce que c'est pas juste partager des émotions? Et la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas des précédents de films qui fonctionnent pour que les décideurs... Parce que finalement, ces barrages qu'on a vécus, c'est surtout les décideurs. On a tous vécu du racisme réel, vraiment, c'est pratiquement tout le monde, des choses violentes quand même qui ont été dites et qui sont faites. Mais le public, par exemple, il peut accueillir magnifiquement une œuvre alors que les décideurs, eux, ont dit non, ça n'intéressera personne. Donc la question, elle est vraiment là aussi, c'est que peut-être que c'est au niveau de la décision qu'il faut savoir contourner ou peut-être être stratégique et proposer des œuvres qui fonctionnent malgré un marché qu'on a dit qui était vraiment difficile à pénétrer, encore plus aujourd'hui, post-Covid, avec le cinéma où on prend de moins en moins de risques. Donc il y a, je pense, tout un écosystème à repenser. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut prendre le risque encore de produire des films qui sont 100% asiatiques, par exemple? Est-ce que ton film, David, il parle d'asio-descendants ou d'asiatiques? Est-ce que tu te permets de faire un casting full de personnes non bankable, tu vois, à 100%? C'est quoi ta stratégie en tant que producteur? Pour mon prochain film, de fait, que je raconte une histoire avec une famille franco-cambodgienne, ce sera que des acteurs non bankable, beaucoup d'amateurs, parce que c'est des jeunes, donc je prends ce risque-là. Moi, je pense effectivement que la responsabilité incombe aux auteurs asio-descendants et de la diversité et racisés d'imposer ces acteurs-là et de se battre. Et on a compris quand Laurence et Virak parlaient que c'est difficile et que même on entend dans leurs histoires qu'il n'y a pas de regret, mais il y a eu un constat aussi de dire je me suis tenu au truc et de fait j'ai peut-être fait moins d'entrées. Mais du coup, c'est une question importante et c'est un combat politique à porter et je pense qu'il est important de le porter. Moi, je m'inspire quand même du cinéma américain par rapport à ça parce qu'on voit quand même qu'ils sont toujours en avance sur ces questions-là par rapport au reste du monde et notamment par rapport à nous. Et j'ai un épisode dont je t'avais parlé où pour mon premier film, j'avais fait un peu la tournée du monde pour le montrer, donc le documentaire Le Sommet d'Or, et j'avais atterri un moment à Los Angeles où j'étais invité dans un cinéma asiatique de Los Angeles. Donc déjà, voilà, précurseur de cinéma asio, mais en 2012, donc il y a presque 15 ans. Et moi, même si je suis asiatique et je commençais à faire des films, j'ai débarqué dans un univers où les discours qui étaient portés de façon très franche et directe par toutes les communautés asiatiques aux États-Unis, c'était vraiment pour moi un déciment et une surprise parce que je m'attendais même pas à ce que ces discussions soient possibles. Donc sur scène, on ne parlait que de ça, de représentation, de combat, beaucoup de blagues par rapport au fait qu'ils n'étaient pas représentés à Hollywood, et on voit comment des années plus tard ils ont gagné en fait, et je pense que du coup c'est une lutte, une convergence, une solidarité aussi d'être ensemble, et qu'à un moment, quand un film va marcher, parce qu'on parle tout le temps du marché, mais le marché est frileux, et le marché en même temps est moutonnier. Donc quand un film marche, tout d'un coup, c'est la porte ouverte à ce que tout d'un coup ça change les représentations. Donc aux États-Unis, ils l'ont quand même réussi. C'était Crazy Rich Asians, puis The Farewell, puis Past Lives, et puis Beef, et petit à petit, c'est devenu maintenant complètement normal. Et on le voit pour ce qui arrive avec Black Panther et Sinners, etc. Donc il y a ce truc-là, moi je pense qu'il est possible en France, ça prend du temps, mais qu'il faut continuer la lutte, mais qu'elle doit être conscientisée et affirmée. Et quand je parle avec les Américains, je vois aussi comment il est facile aussi d'abandonner. Ça veut dire, il y a des auteurs asiatiques, Asian American, qui se sont fait connaître avec des films avec un cast uniquement asiatique, et puis quand à un moment tu passes le level au-dessus où c'est vraiment des gros enjeux, etc.,
beaucoup finalement se réfugient avec des acteurs de la A-list. Donc c'est par exemple Lee Isaac Chung qui avait fait Minari, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, qui était vraiment une histoire d'immigration coréenne aux États-Unis. Et son film d'après, c'était le remake de Twisters avec Gwen Powell. Et Céline Song qui a fait Past Lives avec aussi un cast uniquement asiatique. Le dernier carton qu'elle a fait, c'était The Materialist avec Pedro Pascal et Dakota Johnson. Donc quand je rencontre des acteurs asiatiques aux États-Unis, ils sont un peu dégoûtés parce qu'ils se disent et je pense que là, voilà, c'est compliqué, c'est sûr, mais si on se bat pas, personne ne se battra pour nous. C'est vrai, c'est très juste. Oui, je voulais juste rebondir parce que je trouve que c'est hyper intéressant parce que, tu parles de plein de choses qui m'ont fait penser à la légitimité. Qui raconte nos histoires ou les histoires et comment les représenter de manière légitime. Et après, tu parlais de responsabilité. Et ça, je le nuance parce que, bien sûr qu'on a une sorte de responsabilité parce qu'on est militant, tu disais même toi, on m'a dit que j'étais militante, pourquoi pas. Mais en fait, je trouve que souvent, ils demandent aux personnes racisées de porter toute la responsabilité. C'est à vous, vous devez faire ça, etc. Mais en fait, non, en fait. Et c'est pour ça que tu parles d'alliés. Moi, on a l'impression que je tape tout le temps sur les hommes blancs, cis, hétéros, mais en fait pas du tout. J'ai envie que ça soit mes alliés, j'ai envie de travailler main dans la main avec eux, parce qu'en effet, eux ont plus de privilèges et peuvent ouvrir des portes, et c'est hyper intéressant, parce que de toute façon, c'est savoir le vivre ensemble, qu'on vive aussi tous dans la même planète ensemble. Et donc je pense qu'il y a vraiment un truc de, non, on peut pas aussi porter que toute la responsabilité de nous, mais aussi les hommes blancs, même s'ils sont pas légitimes, mais ils peuvent être alliés. La position d'allié est archi importante, je trouve, surtout dans nos secteurs. Et ouais, du coup, moi, ce truc-là de responsabilité, pareil, en fait, d'être militant, c'est un privilège, faut le dire. Il y a des gens racisés qui, déjà, juste ont envie de faire leur film. Ils n'ont pas envie d'être militants à côté. Et je peux les comprendre. En fait, il faut rester vigilant. Parce qu'on voit bien ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Et on voit bien ce qui s'est passé aux Oscars il y a 2 ans, Oscars So White, où ils ont changé tout le conseil d'administration des Oscars. Et que, alors, c'est les États-Unis qui acceptent le communautarisme, qui acceptent tout ça. Nous, on est dans une autre façon de parler des diversités. Mais surtout, ce qui est important, c'est la vigilance, parce que rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Moi, j'ai toujours défendu des films où, alors quand il s'agissait des comédiens, je parlais du film, et quand ils découvraient les comédiens, ils me disaient il est noir, ou il est arabe, ou il est... je disais, et alors? Mais c'est pas un film, c'est un film sur la résilience. C'est un film avec des thèmes universels. Donc il n'y a aucun sujet là-dessus. Et donc du coup, c'est faire un casting représentatif de la société française, sauf s'il faut des rôles bien précis, ou on a besoin de rôles bien précis, mais faire un casting représentatif de la société française, et on prend les meilleurs. Si à un moment donné, le producteur n'arrive pas à penser ça, c'est que lui a un problème, c'est pas moi le problème. Donc c'est comment rester vigilant là-dessus, sans pour cela être militante ou autre, c'est que juste faire un travail d'équipe, travailler dans le réseau. Moi, dans mon réseau, j'ai toutes personnes confondues, j'ai tout le monde, toutes les diversités qui existent. Et si on a envie de faire un projet ensemble, on essaye de travailler ensemble, mais c'est marrant parce que c'est là où on va voir tout de suite les réticences. Mais c'est pour ça que c'est important de rester vigilant là-dessus, parce que rien n'est jamais acquis. Pour prendre Denzel Washington, il a fait le film qu'il a voulu faire après l'Oscar. Il ne l'a pas fait avant. Ces films il voulait raconter l'histoire de Noirs américains, il l'a fait après. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une notoriété pour pouvoir se dire qu'on va au moins réussir à faire le film qu'on rêve de faire. Omar Sy, il a fait Tirailleurs, il l'a fait après. Et Dieu seul sait comment, ou Dieu ou quelqu'un d'autre, je sais pas, comment ça le tiraillait. Il avait envie de faire ce film depuis longtemps. Donc c'est pas travailler dans ces arènes-là, dans les métiers, en étant de la diversité, c'est avoir une conscience
des choses sur lesquelles on peut buter et des alliés et comment on va transformer l'essai. Parce que quelquefois, on n'a qu'une seule chance. Absolument, et c'est ça souvent le souci, c'est qu'on donne qu'une chance. Notamment, on a vu aux femmes, si une réalisatrice ne fait pas un succès, elle va très rarement avoir une deuxième chance. Aux racisés, pareil, on va très rarement avoir une deuxième chance. Pas par méchanceté, forcément, il y a de ça aussi peut-être, mais il y a les risques des décideurs qui disent « Ah, on a fait ça avec cette personne, ça va pas marcher, on va pas refaire ». Donc en fait, on porte cette responsabilité du succès, de la réussite, de la perfection, qui est assez lourde. Moi, je suis assez traumatisée par les 2%. Marie-France, toi, est-ce qu'aujourd'hui, on te demande plus souvent des rôles du coup d'asiatique, ou est-ce que c'est toi qui en proposes plus souvent et c'est plus souvent accepté? Est-ce que dans l'évolution de ta carrière, j'imagine que ça a dû énormément changer, surtout aujourd'hui, ça s'ouvre un peu. Quelle est ta vision là-dessus? Ça s'est beaucoup ouvert grâce aux plateformes. D'accord. Voilà. Ça, c'est il y a vrai. du bien, il y a du mauvais, effectivement. Et ça, c'est merci à vous, parce que vraiment, c'était hyper important. Et maintenant, oui, les réalisateurs et les producteurs sont plus friands, ils ont plus envie de travailler avec des personnes racisées, mais beaucoup quand même sur des petits rôles et des moyens rôles. Après, il y a des personnes bankable racisées qui fonctionnent hyper bien, et Omar Sy, et asiatique. Asiatique, il y a... Non, il n'y en a pas. En fait, c'est ça la question, c'est qu'il y a des gens très connus, très talentueux, mais est-ce qu'il y a des gens à qui on va dire « je te donne ce budget » parce que t'es bankable? Asiatique, il n'y en a pas aujourd'hui. Et c'est... Pardon, si je peux, j'assistais tout à l'heure à la masterclass de Kwok. Oui. Je trouvais ça super intéressant dans un moment où on dit qu'on n'a pas le droit de compter. Il a, je crois que le chiffre qui a été annoncé, c'est 1 million, 2 millions, c'est ça, de personnes asiatiques en France. Et c'est intéressant parce que de toute façon, de l'avoir en tête, parce que quand on va vous dire ça va intéresser qui? Alors, bien sûr, ça n'intéressera pas que les personnes qui sont asiatiques. Le film du Tamoul, comme tu disais, c'est pas les Tamouls qui sont venus le voir. Lucien Jean-Baptiste dit la même chose. Hein. Les Antillais ne sont pas venus voir ces films, et ils ont été les premiers à les critiquer. Hein. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, quand Lucien Jean-Baptiste fait Joseph sur TF1, il va chercher quoi comme rôle? Il va chercher un rôle très identifié d'un flic qu'on a tous connu, qui était Colombo. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Encore une fois, expect the unexpected, être à l'endroit où on ne vous attend pas. C'est-à-dire, la reine que tu as fait dans ton film, pardon, je n'ai rien contre toi, mais je t'aime beaucoup, hein, du coup, tu as remarqué. mais du coup, c'est super intéressant, parce que tu vas faire une histoire policière dans une arène différente qu'ils n'ont jamais vue. Et les mecs se disent, en fait, c'est une histoire universelle. Mais pour ça, il faut les attirer pour qu'ils la voient. Et qu'ils ne s'arrêtent pas à dire « Ah ouais, mais c'est que des Tamouls, ça va être une histoire de Tamouls. » Donc ça, c'est des clichés, et c'est vraiment... Et beaucoup de clichés viennent des nôtres, et c'est l'intériorisation du cliché. Ça aussi, il faut en parler, parce qu'on se fait barrage nous-mêmes aussi. Et là, il faut faire attention à ça, parce que c'est pour ça que dans nos communautés, il est important de repérer nos alliés des communautés. Parce que sinon, ça devient compliqué de lutter à un moment donné contre un système et de lutter contre tes communautés. Là, tu n'en peux plus. Mais c'est important de conscientiser, en tout cas, tout comme on a conscientisé tout à l'heure avec Patience qu'elle disait pourquoi un film peut intéresser et ne peut pas intéresser le système, comment il est fait. Après, tu choisis d'en faire ce que tu veux, soit tu y vas, soit tu y vas pas. Mais en tout cas, tu sais d'ores et déjà pourquoi ton film va être accepté, pourquoi tu peux le faire avec 10 millions d'euros, pourquoi tu peux le faire avec 1 million d'euros ou même pas. Donc voilà. Et ça, c'est important. Sublime. On va passer aux questions. Comme ça, bonjour. Est-ce qu'on peut passer un micro pour qu'on puisse faire un petit échange public? Personne n'a vu, j'espère.
Bonjour à tous. Alors déjà, merci beaucoup pour vos tables rondes, même celles d'avant. Franchement, pour tous les clés que vous nous avez données, c'est très inspirant et encourageant. Pour moi, par exemple, un jeune acteur qui, comme je suis asio-descendant, a pas mal de difficultés pour trouver des castings. Alors, comme on aime beaucoup Lorraine, c'est que moi je l'aime beaucoup aussi. Je voulais juste dire que Little Jaffna, c'est le film qui m'a le plus marqué dans le cinéma français cette année, avec Zion. Et pourtant, en voyant ma tête, on va se dire peut-être que je suis plus intéressé par des films qui se passent en Corée, qui est drama et tout, alors que pas du tout. Moi, je suis français et les histoires qui sont liées à ma France, en fait, à ce que je vis et tout, avec les gens que je vois tous les jours, quand je prends le métro par exemple et tout, ça m'a plus touché. Et donc, et pour le coup, dans la salle, il y avait beaucoup de jeunes sri-lankais. Donc après, c'était UGC Léal, donc c'est peut-être un microcosme différent. Et donc ça, c'était ma remarque en tant que spectateur. Et du coup, ma question en tant qu'acteur. J'ai de la chance parce que Marie-France, elle m'a vu plusieurs fois en casting, dont peut-être 2 ou 3 fois dernièrement. Et du coup, je me suis posé la question parce que les 2 personnes qui m'appellent le plus en casting, c'est Marie-France d'origine laotienne et Sani d'origine congolaise. Donc ça revient à la remarque des alliés. Mais par contre, pourquoi par exemple une série comme Furies, si vous connaissez sur Netflix, où j'ai eu un casting très tôt pour un rôle principal, un personnage qui s'appelait Ao, qui faisait partie d'un gang asiatique, et au final, à la fin, quand on regarde la série, l'acteur est blanc. Et à quel moment ça bloque en fait? À quelle étape? Et pourquoi? Parce qu'on parlait tout à l'heure qu'il fallait commencer dès le scénario, mais à l'écriture, c'était un asiatique ce personnage. Et voilà. Je sais pas si vous avez une réponse. Moi, je pense qu'il y a une grosse responsabilité des écoles. Et pourquoi je parle des écoles, c'est que les réalisateurs qui sont déjà implantés et qui veulent pas changer, c'est comme ça. Mais je pense que d'aller sensibiliser les écoles, de leur expliquer que quand tu veux devenir réalisateur ou réalisatrice et que tu es blanc, réfléchir à la couleur de tes rôles. Je pense qu'il y a vraiment une sensibilisation aux écoles. En tout cas, moi, je pense qu'il faut aller choper aussi la jeunesse déjà. Après, il y a le producteur qui donne son avis. La casting est peut-être convaincu, mais le producteur donne son avis. Il y a le réalisateur qui donne son avis. Il y a la chaîne ou la plateforme qui donne son avis. Et pardon, tout ça est peut-être très monochrome. Potentiellement, mais c'est vrai qu'il y a tellement... Dans la chaîne, on maîtrise vraiment pas tout, et c'est vrai que ce que je dis beaucoup aux acteurs, aux actrices, c'est pas le talent forcément, c'est qu'il y a plein de choses qui ne seront pas de votre ressort. J'ai travaillé et en publicité et dans le cinéma, et parfois c'est vraiment l'agence qui demande quelque chose qui est contre l'avis de la réalisation, contre l'avis de la production, et eux-mêmes, c'est des débats en interne, et au final, tu vois un résultat, tu te dis, mais rien à voir avec le casting de base. Donc, Passion, si tu veux. Oui, je peux répondre pour Fury. C'est à la période où j'étais chez Netflix. Alors, ils ont fait des efforts sur Fury. Ils ont fait des efforts. Il y avait une volonté artistique donc des créateurs pendant longtemps. Ils ont eu du mal sur le casting. Ils ont vu énormément de gens. J'ai dû voir passer toute cette période. Et ce qui se passe, c'est que il y a eu un moment. Faut comprendre que les exécutifs en interne, ils sont aussi, eux, en tension. Donc, il suffit que quelqu'un qui se fasse virer, qui défendait le truc, et qui se retrouve... donc, du coup, un créatif exécutif, un responsable, c'est parfois son boulot qui met en jeu quand il pousse une série, etc., etc. Donc là, sur Fury, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ils ont flippé. Ils ont flippé, puis il y a eu un talent hélice qui est venu, et il y a eu des changements en interne qui font que fallait rassurer. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est des questions parfois d'évaluation. Vous avez plein d'angles morts. Et je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui est pourtant connu, qui est Fanny Herrero sur Drôle. Drôle, ça n'a pas marché sur la plateforme. Ça n'a pas marché parce que Fanny Herrero, comme tout le monde ici, a voulu, elle aussi, et c'était d'une bonne intention, elle a dit « je veux des nouveaux visages, je veux aider, etc. » Il y a eu plein de remarques, je ne peux pas dire certaines choses, mais en tout cas, elle ne voulait pas refaire un 10%. Et donc, parce qu'elle ne voulait pas refaire un 10%, elle n'a invité aucune personne de la scène stand-up dans le show en disant « je veux que les gens viennent pour le show et pour les acteurs qui sont très bons. » Tout ça est super. Le problème, c'est que personne n'a cliqué parce que sur l'affiche, il y avait marqué « drôle » par Fanny Herrero qui a fait 10%. Les gens, il y avait une petite attente de « oh, ça va être le 10% dans la scène du stand-up ». Il n'y a donc pas d'événement. Les gens viennent et en plus ils disent c'est pas drôle parce que le titre était mal choisi. Et elle aussi, elle a fait un four et résultat, elle travaille plus.
avec Netflix. Donc, c'était pas une question d'algorithme, c'était une question de... Eux, ils connaissent les publics, ils savent comment le public chez Netflix, il clique, il n'a pas envie de réfléchir énormément. Donc, il faut créer un événement. C'est un peu brutal de le dire comme ça, mais il faut le créer. Et là, il n'y avait aucune raison. Et la promesse n'était pas bien tenue. C'est-à-dire, drôle, on s'attend à ce que ce soit drôle. Si, alors qu'elle se disait, bon, c'est drôle parce que c'est bizarre, parce que c'est étrange. Mais pourquoi ils ont mis un acteur blanc à la place d'un acteur asiatique à la base? Pour rassurer. Parce qu'ils voulaient, et en plus, c'est Marina Foy aussi, ils ont boosté son rôle. À un moment, il faut changer les curseurs. Parce que c'est vrai qu'il y aura des comparaisons de positionnement par rapport à d'autres choses. C'est-à-dire, ils vont regarder. Il faut savoir ils ont signé Fury très tôt, en fait. Ce qui fait qu'entre le monde qui change et le moment où ça va sortir, ils se disent tiens, aux États-Unis, il y a ça qui va sortir. Après, je sais pas, en Corée, il va y avoir ça. Donc, cette série, elle va se retrouver au milieu de tel événement, Stranger Things, ça. Et à un moment, ils vont changer, ils vont dire bon, les émergents, on les aime bien, mais on va commencer à mettre des choses qui rassurent. Donc, tenez compte désolé, c'est pas vous. Il n'y a pas de souci. Non, mais en fait, c'est intéressant d'avoir justement les coulisses et on a la chance de vous avoir pour avoir ce genre de discours parce que nous, on a besoin de comprendre le marché. Donc, merci beaucoup. Et du coup, je dirais que l'astuce, c'est de créer comment on fait du timeless. Là, et vous avez parlé beaucoup de représentation visuelle, mais parlez de culture. Les gens viennent et consomment la culture asiatique. Ils vont au restaurant, ils consomment, ils n'ont pas besoin ils voyagent comme ça. Donc, ça dépend qui est le public. Moi, je dis souvent, ça va être des sujets qui vont être dans telle culture. C'est Denzel Washington qui disait que c'est pas une question de couleur, c'est une question de culture. Donc, ce qui va se passer, c'est que si demain vous dites je parle à cette audience qui consomme telle chose, donc tel show, voilà, et ben ils vont venir, il y a des chances qu'ils viennent sur mon show parce qu'ils ont regardé tel ou tel. Vous voyez très bien les recommandations quand vous êtes sur des plateformes, c'est un peu ça le raisonnement. Ouais, mais là, on arrive avec des rôles stéréotypés, parfois. Ça, je pense qu'il y a quand même le truc des rôles stéréotypés. Et juste, je rebondis par rapport à Fanny Herrero, qui est scénariste et réalisatrice aussi. Et en fait, moi, je trouve que c'est quand même le constat que ce soit les femmes, les personnes racisées, on n'a pas le droit à la médiocrité. Dès qu'on se trompe, c'est hop là. Bah, c'est dingue. C'est un peu plus, elle n'a pas été assez business. Non, mais elle a pas. La série était bien. Moi, j'ai bien aimé. On va laisser la parole au public. Juste une dernière question, peut-être. Bonjour, déjà, merci pour ces 2 tables rondes très inspirantes. Et je voulais rebondir justement sur ça. Je trouve ça très intéressant, la question de Mike. Moi, je suis directrice de comédiens-comédiennes. J'ai la chance dans mes ateliers chaque mois d'avoir beaucoup d'interprètes d'origine asiatique. Et c'est vrai que déjà la première réflexion des autres comédiens, comédiennes qui ne sont pas d'origine asiatique me disent mais comment tu fais pour ramener autant de personnes asiatiques dans tes ateliers? C'est quand même assez impressionnant. Et c'est là où je rejoins aussi Héloïse quand elle dit que sur les scénarios, il faudrait en fait peut-être indiquer que voilà tel personnage est d'origine asiatique parce que je pense que c'est une question de rééducation et pas de façon péjorative. Mais que en fait c'est juste de rééduquer ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. À partir du moment où on n'a pas l'habitude de voir, forcément on n'a pas le réflexe de mettre des personnes asiatiques. Et je peux en parler parce que je sais que beaucoup de réalisateurs, réalisatrices blanches viennent me voir, me demandent en fait ah ok, je savais pas qu'il y en avait autant, donc est-ce que tu peux me donner tel profil ou tel profil, et ils hallucinent en fait le nombre de personnes que je propose. Et tout ça pour dire que je trouve qu'on parle très peu de quotas. Je sais que je peux vraiment traumatiser des gens pour ça et j'en suis désolée, hein, mais moi je trouve que la base de la base, ce serait peut-être d'imposer des quotas. Et je pense que ça permet de rééduquer en fait le fait d'avoir des personnes de toute origine. On se dit en fait, en effet, un arabe peut être docteur, un asiatique peut être voilà. Donc je pense mais vous avez tout à fait raison parce que de toute façon les quotas sont dans les têtes. Donc autant les mettre pour de vrai. Mais c'est exactement ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire comme parenthèse. Oui, moi je suis pour les quotas de toute façon. Ouais, mais c'est vrai que c'est toujours un vrai débat parce que et vraiment, ça fait. Moi, j'ai commencé à être agent en 92. On est en 2026. J'ai quelquefois envie de dire qu'en 92 c'était moins compliqué.
c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut justifier du petit doigt jusqu'au du gros orteil au petit doigt pour dire pourquoi il faut que ces comédiens ou ce projet. Et comme tu dis, moi, je voulais devenir actrice parce que je voyais Catherine Deneuve, mais parce que je m'identifie à plein de gens. Aujourd'hui, on regarde Bridgerton. Heureusement, moi, je trouve ça génial. Et j'ai plein de copines et potes qui s'identifient. Je dis, waouh, super, elle a réussi ça. Et donc, pourquoi est-ce que nous, on a 2 trains d'avance en matière d'identification? C'est-à-dire que moi, je m'identifie à Catherine Deneuve, je m'identifie à Shonda Rhimes. Et voilà. Mais pourquoi Donc, il y a un vrai problème d'éducation. Il y a un vrai problème qu'on a du mal à régler parce que on répète depuis 40 ans les mêmes choses. Les mêmes choses. Et donc, du coup, oui, bien sûr, je suis pour les quotas. Forcément, à un moment donné, si au bout de 40 ans, rien ne change, voilà, on n'est pas plus con que les autres. Un mot de la fin pour ouvrir. Comment on fait encore évoluer le cinéma géodescendant français ? Moi, je pense, en tout cas, c'est mon mindset. C'est, j'essaie, parce qu'on parle beaucoup de stratégie, en fait, à chaque fois que j'ai des rendez-vous, de leur montrer que c'est limite has-been de penser comme eux, ils pensent, et que nous, on est slay, et c'est tout. Dans l'action, être dans l'action. C'est ce qu'on a vu. C'est l'action qui a fait Catherine t'a fait bouger des lignes. C'est l'action qui a fait que Marie-France a fait bouger les lignes. Pareil, David, en tant que producteur-réalisateur, toi, avec l'associatif et tout ce que tu fais, et ton travail aussi, ce qu'on a vu, en fait, c'est l'action. J'ai l'impression que c'est l'action. C'est de contourner des règles implicites et explicites. Et surtout, pardon, je vais rajouter juste une chose que je n'ai pas dite. Moi, je suis au CA de Cannes Série. J'ai la chance d'y être, avec des gens qui sont superbes. Et on réfléchit à comment faire bouger les lignes. À Cannes Série, ça a été les premiers à s'intéresser aux séries coréennes, aux séries asiatiques. Et surtout, c'est comment Cannes Série travaille avec la communauté asiatique également. Comment ils ont envie, il n'y a pas que la communauté asiatique, mais beaucoup. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est des actions qui se font, c'est des actions hors les murs. Je pense qu'ils ont fait un partenariat avec le cinéma coréen. Ils sont partis, voilà, parce que ça, c'est pas que c'est intéressant, c'est que c'est vraiment l'air du temps aujourd'hui. Ne pas le faire, c'est se tirer une balle dans le pied. Absolument. Moi, je veux juste rajouter qu'on parle souvent c'est le moment de raconter nos histoires, et c'est vrai, mais je pense que c'est très important aussi que ces histoires soient portées par un regard particulier et singulier. J'aime beaucoup ce que tu as répété plusieurs fois sur il faut proposer quelque chose d'inattendu, et je pense que c'est ça la clé aussi. Ça veut dire qu'il y a tellement de clichés qu'on intègre, mais aussi qui sont attendus de nous par les financiers, soit le marché, mais même parfois les commissions. Quand au CNC, etc., et toutes ces commissions où tu as plein de professionnels, souvent blancs, qui vont décider de quel film va avoir l'argent ou pas. Il y a des attendus, il y a des idéologies qui sont en place, et en fait, toujours naviguer pour essayer de proposer quelque chose qui aura un regard singulier, qui est pas qu'une histoire, mais aussi un regard de mise en scène, de la forme. Et je pense que c'est ces formes singulières, très personnelles et déroutantes et nouvelles, qui finissent aussi par faire bouger les choses. Quand j'ai fait Retour à Séoul, c'était sur le papier, je pense, sur le pitch du film, tout le monde s'attend à voir exactement l'histoire. Une fille qui retourne en Corée, et donc on se dit, je vois exactement le type de film que c'est. Mais mon approche en tant que scénariste et après en tant que cinéaste, c'était vraiment d'essayer de faire un film qui déjoue complètement les attentes de qu'est-ce que c'est que habituellement le film de Retour aux origines. Et quand je pense à des cinéastes comme Jordan Peele, par exemple, il a créé une œuvre qui est complètement déroutante et qui a inventé sa propre forme et qui aujourd'hui inspire plein de gens, et je pense que c'est là pour nous que se trouve aussi la clé, c'est de raconter les choses d'une façon différente et de notre façon, mais d'inventer aussi des formes. Magnifique. Et je terminerai juste, pardon, après j'arrête, je vais pas jouer ma patience. Non, mais juste pour dire que France Télévisions, pour ce qui est des actions, France Télévisions a des quotas pour les femmes. Le CNC fait passer des formations parité à tous les producteurs en leur disant, si vous voulez avoir
de l'argent pour faire le film, eh bien, il faut que vous fassiez cette formation. Voilà, comment vous prenez des formateurs ou des gens qui vont être sur votre plateau, comment vous ouvrez, vous sensibilisez aux biais ou aux discriminations qui peuvent aller sur votre plateau. Il y a des choses à mettre en place, il y a des outils qui sont en place. Et le CNC, d'ailleurs, il y a plein de producteurs que ça embête, hein, vraiment, mais ils n'ont pas très envie. Mais tu veux de l'argent pour faire ton film, eh bien, tu passes par ça. Eh bien, je crois qu'on peut l'élargir. Les outils. Merci infiniment, merci beaucoup, c'était superbe. Merci.